Hitler n'a jamais affronté de procès. Il s'est suicidé dans son bunker alors que Berlin tombait. En quelques minutes, le leader qui a déclenché la guerre la plus brutale de l'histoire a évité d'être capturé. Mais si les Alliés l'avaient capturé vivant, tout aurait été différent. Les procès de Nuremberg ont jugé des dignitaires nazis, mais sans la figure centrale. Un Hitler sur le banc aurait révélé des documents, des secrets militaires et le fonctionnement interne du régime. Sa capture aurait déclenché des tensions entre les puissances victorieuses. Fallait-il l'exécuter immédiatement ou le soumettre à un procès public? Comment la période d'après-guerre aurait-elle changé si Hitler avait été vivant pour témoigner? Aurait-il encore plus divisé les Alliés ou renforcé leur unité? Le dernier bastion, la capture inattendue du Führer. Dans les premiers jours d'avril 1945, le Troisième Reich se trouvait dans sa phase terminale. Depuis l'Est, l'armée rouge avançait avec des millions de soldats à travers la Pologne et la Prusse orientale, se dirigeant vers le cœur de l'Allemagne. Depuis l'Ouest, les forces américaines, britanniques et françaises traversèrent le Rhin et occupaient des villes qui, jusqu'à peu de temps auparavant, semblaient inatteignables. Le territoire sous contrôle nazi se réduisait de manière accélérée et l'étau sur Berlin se resserrait inexorablement. La capitale allemande se transformait en une ville assiégée. Chaque bâtiment acquérait une valeur militaire comme point de résistance improvisé. L'artillerie soviétique déchargeait un feu constant sur la ville, tandis que des colonnes de fumée sombre s'élevaient depuis des quartiers réduits en ruines. Dans les rues, des adolescents de l'organisation de jeunesse nazie recevaient des fusils qu'ils savaient à peine utiliser, mélangés avec des vétérans de la Wehrmacht affaiblis après des années de campagne. Aucun d'entre eux ne pouvait ignorer qu'ils combattaient pour un régime condamné, mais la propagande insistait sur la nécessité de résister jusqu'à la fin. Sous la chancellerie, un système de bunkers servait de refuge aux dirigeants nazis. Là, Adolf Hitler restait isolé dans ce qui était devenu son dernier bastion. La figure qui avait entraîné l'Europe dans la guerre la plus destructrice de son histoire apparaissait visiblement détériorée, avec des tremblements physiques, des difficultés à marcher et un aspect vieilli qui contrastait avec l'image d'invulnérabilité que la propagande avait construite pendant des années. Autour de lui restaient les collaborateurs les plus proches. Joseph Goebbels parcourait les couloirs comme le gardien d'une propagande qui ne trouvait plus d'audience. Martin Bormann continuait à émettre des ordres, bien que la plupart restassent sans exécution. Assistants, secrétaires et personnels militaires maintenaient des routines rigides dans un environnement qui sombrait rapidement dans l'irréalité. Pendant ce temps, à la surface, les combats prenaient une intensité de plus en plus grande. Le 16 avril a commencé l'offensive finale soviétique sur Berlin. Des troupes expérimentées dans les assauts urbains avançaient rue par rue, utilisant des charges explosives et des lance-flammes pour déloger les défenseurs. La supériorité numérique et matérielle de l'armée rouge rendait inévitable la chute de la ville. La question n'était plus de savoir si Berlin résisterait, mais combien de jours elle mettrait encore à tomber. Dans ce contexte, Hitler continuait à émettre des ordres déconnectés de la réalité militaire. Il exigeait des contre-attaques de divisions détruites des semaines auparavant et réclamait la loyauté de généraux qui n'avaient plus de troupes effectives. Les rapports qui arrivaient au bunker parlaient de la Luftwaffe sans essence, d'unités réduites à des groupes minimes et d'une population civile qui fuyait vers les zones occidentales avec l'espoir de se rendre aux Américains ou aux Britanniques plutôt qu'aux Soviétiques. La routine du Führer-Bunker a pris un caractère cérémonial. Des réunions quotidiennes devant des cartes obsolètes, des discussions avec des généraux sans marge d'action réelle et une consommation constante de médicaments définissaient le quotidien. L'isolement renforçait la déconnexion de Hitler avec la situation en surface. Entre accès de colère et long silence, le cercle de collaborateurs se réduisait et l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Le 30 avril a marqué un tournant décisif. Selon l'histoire enregistrée, Hitler s'est suicidé à l'intérieur du bunker avec Eva Braun. Mais dans ce scénario alternatif, l'assaut soviétique a avancé plus rapidement que prévu et a réussi à pénétrer dans les défenses souterraines avant que le dictateur n'exécute son plan. Les unités chargées de l'opération étaient des troupes sélectionnées pour leur expérience dans les combats urbains. Elles avaient participé à Stalingrad et Königsberg, connaissaient des techniques pour se frayer un chemin dans des structures fortifiées et disposaient de sapeurs entraînés à la neutralisation des défenses.
Avec des charges concentrées, elles ont ouvert des accès. Avec des tirs de mitrailleuses, elles ont dégagé des couloirs et avec des lance-flammes, elles ont délogé les positions ennemies. La résistance allemande au niveau d'entrée était minimale, composée de jeunes de la SS et d'officiers sans attente de survie. L'entrée dans le bunker fut brève et violente. Explosifs et tirs couvrirent les couloirs étroits, plongés dans la fumée et la confusion. Les soldats soviétiques, qui s'attendaient à trouver des corps sans vie, trouvèrent à la place Hitler accompagné de secrétaires et de généraux en état de choc. Le dictateur ne résista pas. En l'espace de quelques minutes, il fut menotté, dépouillé de ses armes et effets personnels et transféré dans une salle attenante. Un officier soviétique prit des photographies qui enregistrèrent l'image d'un prisonnier émacié, encore vêtu de son uniforme, assis sous garde. La capture a été immédiate et sans violence supplémentaire. Staline avait instruit ses commandants sur l'importance de le capturer vivant si l'occasion se présentait. Les commandements soviétiques comprenaient la valeur politique de ce fait. Hitler a été séparé de ses collaborateurs et enfermé dans une cellule improvisée. Une garde permanente de vétérans expérimentés a été assignée à sa surveillance. Les premiers interrogatoires se sont limités à confirmer l'identité et à écarter l'existence d'armes cachées ou de plans d'évasion. Le transfert vers l'arrière a été organisé en secret. En surface, Berlin continuait de brûler sous des combats sporadiques, mais un convoi blindé a réussi à évacuer le prisonnier vers une caserne dans le secteur oriental. Là, des médecins militaires et des agents de renseignement ont vérifié son identité par des examens dentaires et une comparaison avec des dossiers officiels. Avec cette confirmation, l'Armée rouge s'est assurée que la nouvelle soit transmise de manière contrôlée à Moscou. La découverte du Führer vivant a été accueillie avec prudence par les hauts commandements soviétiques. L'ordre immédiat était de garder le secret absolu jusqu'à ce que Staline décide comment procéder. Entre-temps, des équipes de renseignement ont commencé l'enregistrement des documents, cartes et objets récupérés dans le bunker, dans le but de les utiliser comme preuve lors d'un futur procès. Dans les rangs de l'Armée rouge, la nouvelle a circulé de manière informelle et a produit un impact considérable. Les soldats qui avaient combattu dans des batailles dévastatrices comme Stalingrad ou Koursk voyaient dans la capture un symbole de victoire totale. Parmi eux apparaissaient des voix qui réclamaient une exécution immédiate, mais les commissaires politiques rappelaient les ordres stricts. Le prisonnier devait arriver vivant à Moscou. Dans le camp allemand, la nouvelle s'est propagée lentement. Des officiers qui combattaient encore dans différents secteurs de Berlin ont confirmé que Hitler était entre les mains des soviétiques. Cette révélation a détruit le moral restant. Le mythe du chef prêt à mourir avant de se rendre s'est effondré, et de nombreuses unités ont commencé à chercher à se rendre aux alliés occidentaux. Pour la population civile, la capture n'a pas changé immédiatement la lutte pour survivre parmi les ruines, la faim et les bombardements. Cependant, la confirmation que le leader avait été réduit à l'état de prisonnier a miné les dernières illusions de résistance. Les images d'un Hitler gardé remplaçaient la propagande du Führer invulnérable et marquaient la fin symbolique d'un régime qui avait promis de durer 1000 ans. Le scénario était ainsi transformé. Au lieu d'un suicide dans l'obscurité d'un bunker, le destin de Hitler passait entre les mains de ses ennemis. À partir de ce moment, chaque décision soviétique concernant le prisonnier aurait eu des répercussions mondiales. La capture ne fermait pas seulement l'étape militaire de la guerre en Europe, mais elle ouvrait une phase politique d'une portée imprévisible, dont le développement dépendrait des usages propagandistiques, diplomatiques et judiciaires qui seraient faits de la figure du dictateur vaincu. Le dilemme allié décidait du destin de Hitler. La confirmation qu'Adolf Hitler avait été capturé vivant en avril 1945 aurait immédiatement généré un problème diplomatique dans les principales capitales alliées. La guerre en Europe était pratiquement décidée, mais l'existence du Führer comme prisonnier introduisait une variable inattendue. Pendant tout le conflit, la majorité des dirigeants avaient tenu pour acquis qu'Hitler mourrait au combat ou serait éliminé sur le front. La réalité de l'avoir sous garde obligeait les dirigeants à définir un cours d'action sans précédent. À Moscou, la nouvelle a été traitée avec la plus grande réserve. Staline avait exigé de façon répétée des preuves matérielles de la défaite allemande et la capture du leader nazi dépassait toutes les attentes en termes de propagande. Les commandements soviétiques à Berlin ont vérifié plusieurs fois les rapports avant de les transmettre au Kremlin, conscients du risque de confusion.
Une fois l'identité confirmée, Staline a ordonné que l'information reste sous secret absolu jusqu'à décider de la stratégie politique et médiatique. Pour l'Union soviétique, la question n'était pas de savoir si Hitler devait mourir, mais comment sa garde pouvait renforcer les intérêts soviétiques dans l'après-guerre. Présenter le Führer comme prisonnier à Moscou constituait un triomphe de propagande incomparable. Les célébrations prévues pour le 9 mai, commémoration de la victoire, prendrait une dimension supplémentaire en exhibant le principal responsable de l'invasion de 1941 sous surveillance soviétique. À Washington, la réaction du président Harry Truman fut de surprise et d'inquiétude. Il venait d'assumer la fonction après la mort de Roosevelt le 12 avril et devait prendre des décisions critiques sans l'expérience diplomatique de son prédécesseur. Roosevelt avait discuté avec ses conseillers de différents scénarios sur le sort des dirigeants nazis une fois la guerre terminée, y compris l'exécution immédiate de figures clés comme Himmler ou Göring. La capture de Hitler multipliait l'importance de ce débat. Truman devait décider s'il soutenait un jugement international, s'il favorisait l'élimination directe ou s'il promouvait un emprisonnement à perpétuité. Dans l'administration américaine, il y avait une crainte que, si la garde était exclusivement entre les mains des soviétiques, Staline utilise le processus pour consolider son influence en Europe. Le département d'État a entamé des consultations urgentes avec Londres et Paris pour coordonner les positions sur la juridiction de l'affaire. Au Royaume-Uni, Churchill était confronté à un dilemme complexe. Pendant la première phase de la guerre, il avait prôné des exécutions rapides des dirigeants nazis, évitant des tribunaux prolongés qui pourraient se transformer en plateforme de propagande. Cependant, vers 1944, il avait progressivement accepté l'idée d'un tribunal international sous la pression de la position américaine. La nouvelle de la capture l'obligeait à reconsidérer ses options. Une fusillade immédiate offrait la rapidité, mais un procès public pouvait consolider la légitimité de la victoire alliée. Il devait également tenir compte de l'opinion de la société britannique, qui réclamait une justice visible après des années de bombardements et de privations. Les antécédents légaux étaient limités. La déclaration de Moscou, signée en octobre 1943 par Roosevelt, Churchill et Staline, stipulait que les criminels de guerre seraient renvoyés dans les pays où ils avaient commis leurs délits pour y être jugés. Le texte ajoutait que ceux responsables de crimes non liés à un lieu spécifique seraient poursuivis par décision conjointe des Alliés. Dans ce cadre, Hitler n'était pas associé à un seul scénario, mais à tout un système d'agression internationale, ce qui le plaçait dans la catégorie de ceux qui devaient comparaître devant une cour internationale. Même ainsi, Churchill et Staline avaient exprimé des réserves privées sur des procès judiciaires étendus. Le Premier ministre britannique avait suggéré que fusiller un petit groupe de dirigeants nazis serait plus efficace qu'organiser des procès prolongés. Pour sa part, Staline avait mentionné à Téhéran la convenance d'exécuter des dizaines de milliers d'officiers allemands pour s'assurer que l'Allemagne ne puisse reconstruire militairement. Bien que présenté comme un commentaire au ton ferme, cela reflétait la prédisposition à des mesures drastiques. Parmi les options envisagées, l'exécution sommaire présentait des avantages immédiats. Elle évitait qu'Hitler utilise un tribunal comme tribune idéologique et offrait une solution rapide qui clôturait la guerre sans prolonger les débats. À Londres, certains services de renseignement avertissaient qu'un procès donnerait aux prisonniers un protagonisme médiatique. Pour Churchill, l'élimination directe pouvait signifier une clôture pratique. À Washington, cependant, on défendait une position différente. Le secrétaire à la guerre Henry Stimson soutenait que l'après-guerre devait établir des précédents légaux par le biais de procès formels. Pour les États-Unis, le respect de la procédure régulière était un élément essentiel de légitimité. De plus, une exécution sans procès pouvait être utilisée par la propagande nazie clandestine pour présenter Hitler comme un martyr assassiné par les vainqueurs. Le procès public représentait l'alternative la plus complexe, mais aussi la plus transformatrice. Ses défenseurs soutenaient qu'il permettrait de présenter des preuves documentaires et des témoignages, établissant un dossier historique irréfutable. Juger Hitler dans une cour internationale serait un précédent dans le droit international en reconnaissant la responsabilité pénale des chefs d'État pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le principal risque était que l'accusé tente de profiter de la salle pour lancer des messages politiques et que des sympathisants clandestins utilisent ces interventions comme propagande.
Une troisième option était l'exil ou la prison à vie, suivant le modèle appliqué à Napoléon au siècle précédent. Cela neutraliserait le prisonnier sans lui accorder une scène publique. Cependant, cette voie impliquait des problèmes graves. La seule existence d'Hitler vivant pouvait encourager des secteurs nazis résiduels à maintenir l'espoir d'un éventuel retour. La possibilité d'une évasion ou d'un sauvetage représentait un danger permanent dans une Europe dévastée et en cours de réorganisation. Le garder pendant des décennies aurait nécessité un engagement international difficile à soutenir. Au-delà du destin personnel de Hitler, la question centrale était la juridiction. Les soviétiques réclamaient le droit exclusif de décider en arguant qu'ils avaient subi les plus grandes pertes humaines et matérielles. Staline soutenait que le procès devait avoir lieu à Moscou sous contrôle absolu. En revanche, Britanniques et Américains insistaient sur un tribunal international, se basant sur la déclaration de 1943. Ils considéraient inacceptable que le jugement soit entre les mains des Soviétiques, craignant qu'il ne devienne un spectacle destiné à renforcer l'hégémonie de Staline en Europe de l'Est. Ces divergences montraient que la rivalité naissante entre les puissances victorieuses. Bien qu'elles se présentaient encore comme des alliés, les tensions qui allaient donner lieu à la guerre froide étaient déjà en gestation. La garde d'Hitler vivant n'aurait pas été une simple affaire judiciaire, mais un facteur capable d'accélérer la fracture entre l'Orient et l'Occident. Chaque capitale cherchait à garantir la justice et en même temps à empêcher une autre de s'approprier le triomphe symbolique le plus important de la guerre. Le dilemme posé par la capture du dictateur est devenu un point tournant diplomatique. Les décisions qui seraient prises durant ces semaines définiraient non seulement le destin du prisonnier, mais aussi le cadre légal et politique de l'après-guerre. La question demeurait ouverte, tandis que les chancelleries cherchaient des formules équilibrant justice, propagande et pouvoir. Nuremberg réécrit le dictateur devenu accusé. La présence d'Adolf Hitler en tant que prisonnier après la chute de Berlin aurait complètement modifié la nature des procès de Nuremberg. Dans l'histoire connue, le procès a commencé le 20 novembre 1945 avec 22 accusés principaux. Parmi eux se trouvaient Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel. L'absence d'Hitler, Himmler et Goebbels a obligé les procureurs à concentrer l'accusation sur des figures pertinentes mais subordonnées. La réalité d'un Hitler vivant, assis sur le banc des accusés, aurait transformé de manière radicale la structure procédurale, la stratégie de l'accusation et la portée politique du tribunal. Le tribunal militaire international a été établi par accord des 4 principales puissances victorieuses, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Le siège choisi était Nuremberg, ville symbolique pour avoir accueilli les congrès du parti nazi et disposant du palais de justice, suffisamment vaste et avec une infrastructure en place. Avec Hitler parmi les accusés, la disposition de la salle aurait été différente. Il aurait occupé une place centrale, séparé des autres pour des raisons de sécurité, sous surveillance médicale constante afin d'empêcher le suicide ou les évanouissements provoqués. L'intérêt international aurait éclipsé tout autre accusé, concentrant sur sa personne l'attention du tribunal et des médias. L'accusation aurait reconfiguré sa structure. Dans la version historique, les charges sont divisées en conspiration, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Avec Hitler présent, chaque catégorie aurait été liée directement à ses décisions personnelles. L'intention aurait été de démontrer que le nazisme n'était pas un système autonome, mais une machine dirigée depuis le sommet par des ordres concrets du Führer. Des documents signés, des discours publics et des directives militaires auraient été présentés de manière constante pour établir cette chaîne de commandement. Les procureurs en chef représentaient les 4 puissances. Robert Jackson pour les États-Unis, Hartley Shawcross pour le Royaume-Uni, Roman Rudenko pour l'Union soviétique et François de Menthon, remplacés ensuite par Auguste Champetier de Ribes pour la France. Avec Hitler présent, leur divergence d'approche se serait accentuée. Jackson aurait cherché à établir un précédent juridique international, centrant sa stratégie sur la responsabilité directe de Hitler dans la planification de la guerre d'agression. Il aurait eu recours à des documents tels que les ordres d'invasion de la Pologne et de l'opération Barbarossa ou au protocole de la solution finale, tous signés par l'accusé. Shawcross, en représentation britannique, aurait souligné les conséquences pour la population des pays occupés.
Ces interventions, déjà en réalité orientées à détailler les atrocités dans les territoires conquis, se seraient concentrées sur la responsabilité directe de Hitler dans les bombardements sur Londres, la répression en France et l'organisation des camps de concentration en Europe occidentale. Rudenko aurait concentré son exposé sur la dimension soviétique du conflit. L'épreuve du siège de Leningrad, les massacres de civils en Biélorussie et en Ukraine, ainsi que le pillage économique de vastes régions, auraient été présentés comme des ordres émanant directement de la chancellerie du Reich. Pour l'accusation soviétique, avoir Hitler face au tribunal était l'occasion de montrer le principal responsable de l'invasion de 1941. L'accusation française, de son côté, se serait concentrée sur le démantèlement systématique du droit international et sur l'occupation prolongée de la France. Des témoins et des documents auraient montré des déportations, des fusillades et une exploitation du travail sous la supervision directe du régime. L'objectif était de démontrer que l'occupation n'avait pas été une conséquence collatérale de la guerre, mais une politique conçue et approuvée par Hitler. La défense, dans ce contexte, aurait été obligée de concevoir une stratégie inédite. Dans le procès réel, les avocats ont eu recours à l'obéissance due ou à l'ignorance de faits spécifiques. Avec Hitler présent, le dilemme aurait été plus grand. Comment défendre le chef suprême d'un régime dont la politique criminelle était largement documentée? Une possibilité était la négation directe, alléguant qu'Hitler ignorait les détails des déportations et exterminations et que ces affaires relevaient de Himmler et des SS. Cependant, l'abondance de documents, ordres et discours le rendait insoutenable. Une autre option était la justification idéologique, présentant les actions du Reich comme partie d'une guerre totale où toutes les nations commettaient des excès, ce qui risquait de transformer le procès en débat politique plutôt qu'en jugement juridique. Une troisième voie était de répartir les culpabilités entre subordonnés, présentant Hitler comme une figure d'État déléguant des fonctions, mais le caractère centralisé du régime nazi contredisait cet argument. Le rôle d'Hitler lui-même aurait été un facteur de risque. À Nuremberg, Göring a utilisé ses interventions pour défier les procureurs et les juges, cherchant à transformer la salle en tribune politique. Hitler, avec une plus grande capacité oratoire et du symbolisme, aurait représenté un danger encore plus grand. Bien que les juges pouvaient limiter ses interventions, toute déclaration aurait eu des répercussions mondiales. Même un silence prolongé ou une phrase brève pouvait se transformer en matériel de propagande pour des secteurs clandestins. L'impact des témoins aurait également changé de manière significative. Dans les procès réels, des survivants de camps de concentration et des militaires allemands ont apporté des preuves essentielles. En présence de Hitler, ces témoignages auraient acquis un poids multiplié. Des survivants juifs, polonais, soviétiques et tchèques relatant des fusillades, des déportations ou la vie à Auschwitz auraient eu l'opportunité de désigner le principal responsable assis en face d'eux. La force juridique et symbolique de ces déclarations aurait été incomparable. Les officiers allemands capturés, qui en réalité confirmaient des politiques d'extermination et de terre brûlée, auraient dû déclarer sous le regard de l'ancien commandant suprême. Certains auraient pu essayer de le protéger, d'autres auraient cherché à se sauver en le blâmant ouvertement. Cette tension aurait généré des dynamiques changeantes entre déclarations favorables et accusations directes. Pour les Alliés, la principale crainte était que le tribunal devienne une scène de propagande nazie. La presse internationale avait accès et chaque session était suivie dans le monde entier. Les puissances victorieuses auraient imposé des mesures supplémentaires pour réduire le rôle de l'accusé principal. Il est possible que ces interventions aient été limitées, transférant la majeure partie de sa défense aux avocats et renforçant les contrôles de sécurité dans la salle. Cependant, le risque que le procès offre à Hitler une dernière plateforme politique aurait été présent à chaque phase du processus. Le développement de Nuremberg avec Hitler vivant aurait été, par conséquent, un événement d'une magnitude inédite. Il ne s'agissait pas seulement de juger les dirigeants nazis, mais de poursuivre directement le chef du régime sous le regard du monde. Le résultat aurait défini non seulement le destin du prisonnier, mais aussi le cadre juridique de l'après-guerre et la légitimité du nouvel ordre international. Les séances seraient devenues une référence pour la justice internationale, mais aussi une scène de tension politique entre les puissances victorieuses. La question restait ouverte.
Le tribunal aurait-il réussi à transformer la capture en un précédent universel de justice, ou serait-il devenu une plateforme inattendue pour la dernière intervention publique du dictateur? Écho de fureur, justice qui éveille des peurs cachées. La capture d'Adolf Hitler et sa condition d'accusé dans un tribunal international auraient provoqué des réactions immédiates à plusieurs niveaux. Les communautés de victimes, les mouvements de résistance, les gouvernements alliés, les populations occupées et les médias ont interprété différemment le fait que le principal dirigeant du nazisme soit vivant et en garde à vue. L'exigence de justice se mêlait à un désir de vengeance et à une crainte constante que sa présence génère des conséquences imprévues dans la politique internationale et dans la stabilité de l'après-guerre. Parmi les survivants juifs libérés des camps de concentration, la nouvelle aurait suscité des sentiments contradictoires. Les troupes soviétiques avaient documenté à Majdanek et Auschwitz la machinerie d'extermination, tandis que les Américains avaient enregistré les conditions à Buchenwald et Dachau. Avec cette preuve irréfutable, la possibilité de voir Hitler en procès signifiait à la fois une opportunité historique de justice et une expérience douloureuse. Pour certains, le procès était l'occasion de confronter directement le responsable ultime de la solution finale. Pour d'autres, le simple fait de le voir vivant représentait une offense. En Pologne, pays qui a souffert à la fois de l'occupation allemande et soviétique, le procès aurait éveillé un désir profond de punition exemplaire. Avec des millions de citoyens morts pendant la guerre et une population soumise à des déportations, travaux forcés et exécutions, Hitler symbolisait la racine de chaque perte. En France, la réaction aurait été plus complexe. La résistance espérait que leurs témoignages sur les tortures, exécutions et déportations seraient entendus dans un tribunal jugeant l'accusé principal, tandis que la collaboration du régime de Vichy posait une narrative moins claire de victimes face à des bourreaux. En Tchécoslovaquie, Grèce, Pays-Bas ou Yougoslavie, les communautés détruites par des représailles et déportations auraient exigé que des épisodes comme l'Idis, les fusillades dans des villages grecs ou les déportations massives de travailleurs soient reconnus comme partie centrale de l'accusation. La résistance européenne, active jusqu'aux derniers mois de la guerre, aurait vu dans le procès une confirmation de ces luttes clandestines. Guerriers, partisans et réseaux de soutien qui avaient combattu dans des conditions extrêmes pouvaient revendiquer une place symbolique dans l'accusation morale. Leurs organisations, affaiblies mais encore visibles, auraient recherché à Nuremberg la reconnaissance du sacrifice humain payé dans les embuscades, sabotages et exécutions sommaires aux mains des forces d'occupation. La presse mondiale aurait transformé le procès en l'événement médiatique central de l'après-guerre. Aux États-Unis, les médias de référence auraient consacré de longs reportages à chaque session, tandis que les éditoriaux débattaient de savoir si le procès était une occasion historique de consolider la justice internationale ou un risque de redonner la parole au nazisme. Des secteurs conservateurs insisteraient sur la nécessité d'une exécution immédiate au nom des soldats tombés, tandis que des secteurs libéraux auraient défendu l'importance d'établir des précédents juridiques. La communauté juive américaine aurait suivi le procès avec une attention particulière à la recherche d'une documentation définitive de l'Holocauste. Au Royaume-Uni, la presse à sensation aurait exploité la figure de Hitler comme objet de caricature et de satire quotidienne, tandis que les médias de tradition plus sobres auraient mis en avant la dimension historique et légale du processus. La population britannique, marquée par les bombardements du Blitz, espérait voir le responsable de leurs souffrances contraint de répondre devant des juges internationaux. En Union soviétique, le récit médiatique aurait été entièrement contrôlé par l'État. Les journaux officiels auraient présenté le procès comme une victoire absolue du socialisme sur le fascisme, insistant sur le fait que seule l'armée rouge avait été capable de capturer Hitler. Le récit soviétique soulignerait constamment que le processus devait se dérouler sous le contrôle de Moscou, en minimisant le rôle des autres puissances dans la défaite allemande. Dans l'Allemagne elle-même vaincue, les journaux contrôlés par les Alliés auraient publié des traductions complètes des sessions. Pour la population civile, la vision de Hitler, assis comme accusé, aurait signifié l'effondrement final de l'image de propagande construite pendant plus d'une décennie. Les photographies du prisonnier contrastées avec les témoignages sur ses crimes aurait produit un impact psychologique profond sur une société qui devait s'adapter à l'occupation alliée. Les services de renseignement identifiaient un risque évident, la possibilité que Hitler devienne une figure martyrisée.
Dans l'histoire réelle, son suicide avait éliminé cette menace. Mais dans ce scénario, le Führer vivant et soumis à un procès offrait aux sympathisants clandestins une figure centrale autour de laquelle se réorganiser. En Allemagne, des cellules résiduelles des SS et des groupes de soutien au nazisme auraient commencé à diffuser du matériel clandestin le présentant comme un prisonnier politique humilié par les vainqueurs. Cette propagande le montrait comme un leader trahi par ses généraux ou livré par des collaborateurs déloyaux. Le mouvement Werwolf, qui dans la réalité a mené des opérations isolées de sabotage après la capitulation, aurait trouvé dans la survie d'Hitler un élément de cohésion idéologique pour prolonger ses activités. La menace ne se limitait pas à l'intérieur de l'Allemagne. En Amérique latine, il y avait des communautés d'immigrants allemands avec des sympathies nazies, particulièrement en Argentine, au Chili et au Brésil. Dans ce contexte, le procès aurait renforcé leurs activités de propagande, présentant Hitler comme une victime d'un complot international. Dans les régions arabes, où il existait des secteurs sympathisants du nazisme en raison de leur opposition au sionisme et aux puissances coloniales, la nouvelle d'un Hitler vivant aurait alimenté les tensions politiques. La clandestinité nazie aurait cherché à exploiter tout aspect du processus. Des déclarations partielles, des gestes de silence ou des refus de répondre aux questions pouvaient être reproduits et distribués comme des signes de défi. Des tracts, des graffitis et des rumeurs nocturnes dans les villes allemandes auraient maintenu vivante la narrative d'un leader qui résistait depuis le banc des accusés. À l'étranger, des sympathisants auraient diffusé des théories du complot sur des preuves fabriquées ou sur un tribunal dominé par des intérêts politiques plutôt que par la justice. La presse internationale, même sans l'intention de contribuer à cette propagande, aurait joué un rôle involontaire en maintenant la notoriété de l'accusé. Chaque photographie, chaque chronique des affrontements verbaux au tribunal et chaque geste de Hitler se serait transformé en gros titres d'envergure mondiale. Les médias faisaient ainsi face au dilemme d'informer sur un processus historique crucial sans renforcer indirectement ceux qui cherchaient à restaurer l'image du leader nazi. Les réactions variaient selon le contexte politique de chaque pays. En France, une partie de la société exigeait un châtiment immédiat, tandis que d'autres secteurs défendaient la valeur d'un processus judiciaire complet comme base de la réconciliation nationale. En Suisse ou Espagne, pays neutres ou avec des gouvernements sympathisants du fascisme, le procès aurait provoqué des débats internes sur le collaborationnisme et la responsabilité politique. La figure de Hitler vivant dans un tribunal international serait ainsi devenue un catalyseur de tensions diverses. Pour les victimes, elle représentait la possibilité de justice, mais aussi une source de douleur renouvelée. Pour les gouvernements alliés, c'était une opportunité de propagande et un risque politique simultané. Pour les sympathisants clandestins, elle offrait un symbole avec lequel reconstruire un récit de résistance. Le procès de Hitler, avec ses échos dans le monde entier, aurait été bien plus qu'un processus légal. Il aurait été un champ de bataille symbolique où s'affrontaient justice, vengeance et peur. La tension entre exposer de manière définitive les crimes nazis et le risque de donner à l'accusé une plateforme inattendue aurait défini l'immédiate après-guerre. Le dénouement restait ouvert, tandis que le monde observait avec incertitude comment un seul prisonnier pouvait altérer le cours de la mémoire et de la politique internationale. La fin alternative, scénario d'un destin impossible. La capture d'Adolf Hitler vivant aurait obligé les Alliés à décider du sort du prisonnier le plus représentatif de la Seconde Guerre mondiale. La question n'était pas uniquement judiciaire ou politique, mais aussi symbolique, car elle définissait la manière dont on se souviendrait de la défaite du nazisme. Dans le débat stratégique, 3 scénarios principaux émergeaient: l'exécution publique, la condamnation à perpétuité ou, dans un cadre extrême, la fuite ou la libération accidentelle. L'exécution publique constituait l'option la plus directe et chargée de signification politique. Staline avait manifesté dans différentes conversations son inclination vers des punitions exemplaires et visibles. Avec Hitler capturé, la possibilité d'une pendaison ou d'une exécution à Moscou était une alternative concrète. Pour le Kremlin, un acte de justice dans la capitale soviétique aurait renforcé le récit selon lequel l'armée rouge non seulement a vaincu le nazisme, mais a aussi soumis son chef. La diffusion d'images d'un Hitler exécuté sous garde soviétique aurait été un trophée définitif dans la propagande d'après-guerre. Une autre option était l'exécution à Berlin.
La réaliser dans la capitale allemande, sur la même scène où la grandeur du Troisième Reich a été proclamée, aurait montré de manière convaincante la chute totale de sa figure. La chancellerie, réduite en ruine après les combats, aurait pu devenir le lieu choisi pour l'exécution. Cependant, ce chemin présentait des risques clairs. Une punition publique en territoire allemand pouvait être interprétée par certains secteurs de la population comme une humiliation nationale plutôt qu'une justice, créant des conditions pour que des cellules clandestines le transforment en martyr. Les services de renseignement alliés avertissaient déjà de la persistance de groupes prêts à soutenir les symboles de résistance. Du point de vue de la mémoire historique, une exécution publique éliminait tout doute quant à son destin et fermait toute possibilité de spéculation. Cependant, la spectacularisation de la punition alimentait le risque de victimisation dans les secteurs nationalistes. Ce qui, pour les Alliés, était la justice, pouvait se transformer pour des sympathisants clandestins en récits d'assassinats politiques, ce qui maintenait ouverte la menace de reconstruction idéologique à l'avenir. La condamnation à la réclusion à perpétuité représentait la deuxième alternative. Ce chemin cherchait à neutraliser le prisonnier sans lui donner le profil de martyr. De plus, il offrait aux Alliés la possibilité de se présenter comme défenseurs du droit international et d'un nouvel ordre juridique. La question du lieu de détention était décisive et avait des implications géopolitiques immédiates. Pour l'Union soviétique, le transfert en Sibérie était une option envisageable. Hitler serait resté en isolement total sous le contrôle du NKVD, dans des conditions rendant toute communication avec l'extérieur impossible. Moscou pouvait utiliser son confinement comme symbole du pouvoir soviétique, bien qu'en Occident, cette mesure aurait été dénoncée comme une instrumentalisation propagandiste. Une autre possibilité était la prison de Spandau, à Berlin, sous garde partagée entre les Soviétiques, les Américains, les Britanniques et les Français. Ce modèle, appliqué ensuite à d'autres dirigeants nazis, offrait un contrôle rotatif entre les puissances. Dans ce cadre, Hitler aurait vécu dans un isolement absolu, avec des visites extrêmement restreintes et censure sur toute déclaration. Le maintien d'un Hitler prisonnier pendant des décennies posait des difficultés logistiques et des risques permanents. La surveillance devait être extrême avec des protocoles médicaux stricts pour empêcher les suicides et avec des déploiements de sécurité capables de déjouer les tentatives d'évasion ou de sauvetage. Sa seule existence aurait maintenu la discussion publique active à chaque anniversaire de sa capture, à chaque rapport sur son état de santé ou à chaque renforcement des mesures de sécurité. L'incarcération prolongée pouvait servir de rappel constant de l'échec du nazisme, un témoignage vivant de la chute de son régime. Cependant, elle engendrait également la menace de transformer la prison en lieu de pèlerinage clandestin. Spandau, en particulier, pouvait se transformer en sanctuaire symbolique pour des sympathisants cherchant à entretenir la mémoire du Führer. Au fil des ans, l'image d'un Hitler vieillissant dans une cellule pouvait susciter des sentiments de compassion ou alimenter des mythifications. Le troisième scénario, moins probable mais présent dans les spéculations publiques, était la fuite ou la libération accidentelle. Dans l'après-guerre, des rumeurs constantes circulaient sur des dirigeants nazis échappés vers l'Amérique latine, le Moyen-Orient ou des régions éloignées d'Europe. Des cas comme ceux d'Adolf Eichmann ou Joseph Mengele, qui parvinrent à échapper à la capture pendant des années, alimentaient la perception qu'il existait des réseaux internationaux de soutien aux criminels de guerre. Si Hitler avait été transféré en tant que prisonnier, toute défaillance dans la garde aurait immédiatement suscité des spéculations sur sa fuite. La possibilité qu'il se réfugie en Argentine, avec le soutien d'organisations comme Odessa, aurait eu un effet de propagande considérable. Même sans preuve, la croyance en un Hitler fugitif aurait soutenu des narrations conspirationnistes sur son retour. La libération accidentelle, due à une attaque armée, une erreur logistique ou un soulèvement imprévu, pouvait également figurer comme hypothèse. L'Europe en ruine, avec des réseaux clandestins opérant encore, offrait un contexte où une évasion réussie, bien que peu probable, n'était pas impossible. L'impact de cette possibilité sur l'opinion publique aurait été énorme, alimentant des légendes urbaines qui auraient maintenu vivante la figure de Hitler dans l'imagination collective. Dans la réalité historique, Hitler s'est suicidé dans le bunker le 30 avril 1945 avec Eva Braun. Ses restes ont été partiellement incinérés par des collaborateurs et ensuite cachés par les soviétiques.
cette issue a fermé la possibilité d'un procès, d'une exécution publique ou d'un emprisonnement prolongé. En même temps, sa mort immédiate a éliminé le risque qu'il soit transformé en figure de propagande vivante pendant l'après-guerre. Cependant, l'absence d'exposition publique de ses restes a alimenté des théories conspirationnistes persistantes pendant des décennies, avec des rumeurs sur une supposée fuite en Argentine, en Espagne ou dans d'autres lieux reculés. La comparaison entre l'issue historique et les scénarios alternatifs montre comment chaque option impliquait des risques différents. Une exécution publique clôturait définitivement son histoire, mais avec la menace d'un martyre politique. Une peine de prison à perpétuité maintenait Hitler neutralisé, bien que présentant l'inconvénient d'un symbole vivant pouvant être exploité pendant des générations. Une fuite, bien qu'improbable, aurait prolongé indéfiniment le mythe de sa survie. Chaque alternative aurait influencé le processus de dénazification et la construction de la mémoire européenne. La présence physique de Hitler dans un tribunal, dans une prison ou comme fugitif aurait maintenu sa figure active dans le débat public, modifiant la manière dont l'Europe a traité le traumatisme de la guerre et sa reconstruction politique. Le destin final du dictateur n'était pas uniquement une question personnelle, mais un élément déterminant dans la configuration de l'ordre international ultérieur. La question de savoir comment la mémoire collective aurait changé avec un Hitler vivant restait ouverte, se projetant au-delà du tribunal et au-delà de la fin de la guerre. L'empreinte tordue, l'héritage d'un Hitler prisonnier. La capture d'Adolf Hitler en 1945 aurait profondément transformé la configuration du monde d'après-guerre. Son existence en tant que prisonnier historique aurait influencé le développement de la guerre froide, l'évolution du droit international, le processus de dénazification allemande et la construction de la mémoire collective sur le nazisme. Sous l'ombre d'un Führer vaincu mais vivant, chacun de ces aspects aurait pris une direction différente. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique s'est rapidement consolidée après la victoire alliée, marquée par la division de l'Allemagne, l'établissement de zones d'occupation et la rivalité nucléaire naissante. Avec Hitler sous garde soviétique, cet affrontement aurait eu dès ses débuts un élément de propagande supplémentaire. Pour Staline, montrer le Führer vaincu à Moscou aurait été un triomphe incomparable. La propagande soviétique pouvait l'exhiber comme symbole vivant de l'effondrement du fascisme et comme preuve que le socialisme avait prévalu sur son ennemi le plus brutal. Les célébrations du jour de la victoire, chaque 9 mai, auraient inclus des références aux prisonniers. Des discours officiels auraient contrasté la figure du dictateur vaincu avec la force du système soviétique. Moscou aurait utilisé chaque image, chaque communiqué et chaque déclaration du prisonnier comme ressource politique dans la consolidation de son influence en Europe de l'Est. Sur le plan diplomatique, l'Union soviétique aurait trouvé dans la garde d'Hitler un instrument de pression permanent. Chaque décision concernant son traitement, chaque fuite sur son État ou sur de prétendues confessions aurait obligé les États-Unis et le Royaume-Uni à négocier avec Staline. La question de son sort aurait servi de monnaie d'échange dans les débats sur les frontières de la Pologne, l'administration de Berlin ou la configuration des zones d'influence sur le continent. Washington et Londres auraient perçu cette situation avec une méfiance croissante. La possibilité que Moscou utilise les déclarations du prisonnier pour justifier des politiques répressives en Allemagne de l'Est ou pour affaiblir la légitimité des gouvernements occidentaux aurait été une source constante de tension. La guerre froide, dans ce scénario, aurait commencé avec un accent supplémentaire sur la propagande centrée sur la figure du dictateur vaincu. Le procès de Nuremberg, tenu entre 1945 et 1946, constitua dans l'histoire réelle le premier tribunal international de cette ampleur. L'absence de Hitler limita la portée symbolique du procès. Avec lui sur le banc des accusés, le procès aurait acquis un poids juridique et politique exponentiellement plus grand. Les procureurs auraient eu l'occasion de construire un dossier direct contre le chef d'État et commandant suprême de l'Allemagne. Le verdict aurait établi de manière explicite que les dirigeants suprêmes ne sont pas au-dessus du droit international. Le principe selon lequel les chefs d'État peuvent être jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité aurait été fixé avec une force encore plus grande. Ce précédent aurait accéléré le développement du droit pénal international.
des concepts qui, dans l'histoire réelle, ont mis des décennies à se consolider, comme la responsabilité individuelle des dirigeants politiques et l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, se seraient solidifiés bien plus tôt. Les tribunaux créés dans la seconde moitié du XXe siècle pour juger des crimes en Yougoslavie et au Rwanda auraient trouvé une base juridique plus solide dans le précédent direct d'un procès contre Hitler. Même la création de la Cour pénale internationale, qui dans la réalité a eu lieu en 2002, aurait pu être envisagée dans le contexte immédiat de l'après-guerre ou dans les décennies suivantes avec plus de rapidité. Cependant, il existait également le risque qu'un procès mal administré, où Hitler parvienne à transformer les audiences en une plateforme de propagande, ait affaibli la légitimité des tribunaux internationaux. La capacité de l'accusé à manipuler l'attention publique pouvait transformer un processus historique en un espace de confrontation idéologique, retardant la consolidation de la justice internationale pendant des décennies. Le processus de dénazification en Allemagne a été complexe, inégal et à bien des égards incomplet. En pratique, des millions d'Allemands liés au régime sont retournés à la vie civile après des révisions rapides. Le suicide de Hitler a permis à beaucoup de percevoir une rupture radicale avec le passé. Le Führer était mort, le Reich avait disparu et le pays pouvait se reconstruire sur de nouvelles bases. Avec Hitler vivant, la mémoire collective allemande aurait évolué de manière différente. La population aurait été forcée de faire face à des preuves documentaires et des témoignages présentés devant le leader même du nazisme. La négation des crimes et la minimisation des responsabilités auraient trouvé moins d'espace pour se développer. Le voir soumis à un procès, exposé à des documents et des témoins, aurait obligé à une confrontation directe avec la réalité du génocide et de la guerre d'agression. Ce scénario comportait également des risques. Un Hitler emprisonné pendant des années pouvait devenir un point de référence pour des secteurs nationalistes qui le présenteraient comme victime des vainqueurs. Dans l'Allemagne divisée, cette figure pouvait être utilisée de manière contradictoire. À l'Ouest, comme argument pour les groupes d'extrême droite qui espéraient sa réhabilitation éventuelle. À l'Est, comme instrument de propagande du régime communiste pour démontrer la défaite absolue du fascisme et la supériorité du socialisme. Le rythme de la dénazification aurait largement dépendu de la gestion politique de sa figure. Si le tribunal l'avait présenté de manière convaincante comme responsable direct du génocide, le processus d'épuration idéologique aurait été plus rapide. Si, en revanche, sa détention prolongée avait attisé des sympathies clandestines, la dénazification aurait pu devenir plus lente et conflictuelle. La différence essentielle entre un Hitler mort dans le bunker et un Hitler prisonnier résidait dans la construction de la mémoire collective. Le suicide en a fait un symbole de défaite totale, une fin abrupte qui a clos le cycle du Troisième Reich. Sa disparition physique a facilité aux Alliés et aux Allemands eux-mêmes la reconstruction sans sa présence constante dans la vie politique et médiatique. Un Hitler prisonnier aurait maintenu son influence symbolique active. Chaque communiqué sur sa santé, chaque décision sur sa garde ou chaque anniversaire de sa capture aurait eu une répercussion politique. Même en silence, son existence aurait conditionné le débat public européen. Le XXe siècle se serait déroulé sous l'ombre d'un dictateur vaincu mais encore présent, capable de modifier de manière constante le récit de la guerre et de l'après-guerre. L'héritage d'un Hitler capturé aurait été, en même temps, la confirmation la plus évidente de la défaite du nazisme et le risque permanent de sa résurrection symbolique. Aux mains des vainqueurs, c'était une preuve de justice et de triomphe militaire. Aux mains des sympathisants clandestins, il pouvait devenir un martyr et une référence idéologique. Cette dualité aurait marqué la politique européenne pendant des décennies et aurait accompagné le début et l'évolution de la guerre froide.